Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et... ça bug? Oh. Et... ça devrait marcher. Ça marche! Ça marche, j'ai pris le contrôle de la chaîne Game Trotter. Bonjour à tous, je suis Julien pour Game Trotter et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de 5 jeux qui ont eu énormément d'importance pour ma passion du jeu. Aujourd'hui, je suis réellement passionné de jeu. J'ai même la chance aujourd'hui de travailler dans le jeu de société en tant que vendeur à la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand. Il y a 5 jeux qui ont marqué un petit peu mon expérience de joueur et qui ont fait le joueur que je suis aujourd'hui. Ces 5 jeux, on va en parler plus en détail. C'est parti, générique. Le premier jeu que j'ai choisi de vous présenter, c'est une boîte noire. Non. Une boîte en plastique. Non. C'est Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le jeu a été inventé en 1993, ça fait 27 ans que le jeu existe. Il a été inventé par Richard Garfield, c'est un auteur que vous connaissez pour d'autres jeux, par exemple Bunny Kingdom. Le principe de Magic, c'est un jeu d'affrontement principalement pour 2 joueurs et la mécanique du jeu, ça va être de construire son paquet de cartes, d'activer ses cartes pour essayer de battre son adversaire. Chaque joueur incarne un magicien et ce magicien a 20 points de vie. Votre objectif, ça va être de battre votre adversaire soit au point de vie, soit à la bibliothèque, soit avec des marqueurs poison, mais là je rentre déjà un petit peu dans les détails. Le principe, c'est que vous avez au préalablement construit votre deck et vous avez mis tout ce qui vous paraissait être très fort dedans pour aller battre votre adversaire. À la base, ce qu'il va vous falloir, c'est une énergie magique. Le mana va être fourni par vos terrains que vous allez poser en jeu et ensuite pouvoir récupérer cette énergie magique, le mana, pour payer des cartes, payer des créatures, payer des sorts que vous allez lancer sur votre adversaire ou directement sur vous, par exemple, pour vous rendre des points de vie ou pour contrer les sorts de votre adversaire. Il y a énormément d'interactions dans ce jeu et c'est ça qui est vraiment très puissant dans Magic. Magic, c'est tout un univers. Il va y avoir énormément de superbes illustrations, 5 couleurs sont représentées, chaque couleur a ses attraits particuliers, il y a même des artefacts qui sont des cartes incolores dans le jeu. Il y a vraiment la possibilité de construire un jeu qui vous ressemble, ou en tout cas d'avoir un côté très personnel dans votre construction. Magic pour moi c'est énormément de souvenirs parce que j'ai commencé à jouer à Magic au lycée et j'ai découvert ça un petit peu par hasard. C'est un copain qui est arrivé avec des paquets de cartes, avec ses decks et qui nous a fait jouer. On a trouvé la mécanique incroyable. Je connaissais pas vraiment le jeu de société à la base et en fait c'était une explosion de saveurs d'un seul coup parce que on avait toutes sortes de pistes qui étaient abordées. On avait vraiment la connaissance des cartes. Est-ce que c'est une carte rapide? Est-ce que c'est une carte qui est plutôt pour le contrôle? Est-ce que c'est une carte que tu vas plutôt favoriser à la fin du jeu? On voyait plein de petites mécaniques dans le jeu qui s'imbriquaient. Il fallait construire correctement son paquet de cartes et ajouter les bonnes cartes pour que notre paquet soit le plus efficace possible contre la plupart de nos adversaires. On avait aussi une question de metagame, c'est-à-dire d'environnement de jeu. C'était très riche comme découverte et évidemment, ça nous plonge directement dans le vif du sujet et dans le jeu de société de manière un petit peu poussée. C'est pas forcément un jeu que je conseillerais pour démarrer et pour n'importe quel joueur. Je pense qu'il vaut mieux être averti que c'est quand même un jeu avec une difficulté, mais la base du jeu est relativement accessible pour ses règles. Magic, c'est aussi des tournois. Évidemment, les tournois, c'est une organisation particulière. Vous allez essayer de vous rendre à un tournoi parce que vous pensez être le mieux préparé ou juste pour retrouver vos potes et passer un bon week-end. C'est aussi l'occasion finalement de passer un bon moment et de faire d'agréables rencontres. J'ai énormément d'amis que j'ai finalement grâce à Magic et je suis très content d'avoir joué à ce jeu jusqu'à maintenant. Je joue beaucoup moins maintenant, je joue à peu près une fois par an, mais je suis toujours content de faire un week-end entre potes et de taper le carton comme on pourrait dire. Magic c'est tout un univers, je vous le disais, ça peut être vraiment développé point par point. Si c'est un jeu qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo exclusivement dédiée à Magic, à la manière dont on joue à Magic, peut-être vous expliquer un tout petit peu mieux les règles. N'hésitez pas à nous le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et
Évidemment, pour moi, c'était un pilier, une fondation pour le jeu de société moderne, et ça a complètement forgé ce que je suis aujourd'hui en tant que joueur. Je cherche toujours, dès qu'il y a un univers, ou en tout cas une mécanique qui va ressembler à Magic, je vais toujours vers cette nouvelle mécanique. Je suis allé par exemple vers Keyforge, qui est le dernier né de Richard Garfield, que je vous conseille peut-être plus pour un côté accessible et un côté facile à prendre en main, et le côté aussi où vous n'allez pas vous confronter directement au prix des cartes ou au fait qu'il y ait un tournoi, mais que pour ce tournoi, il va falloir avoir le bon deck bien prévu. Évidemment, il y a plein de côtés négatifs, je vous en parlais déjà, le prix est un côté négatif à Magic, mais le plaisir de jeu est garanti dans le sens où vous allez toujours avoir la possibilité de personnaliser votre jeu. Il y a aussi un autre fait un petit peu qui lui fait défaut, c'est le fait que vous puissiez trouver des listes sur internet. Évidemment, c'est quelque chose de très positif pour le côté efficace du jeu, mais j'ai des très bons souvenirs de parties sans qu'on ait une quelconque idée de construction de deck de champion. Et du coup, c'est vrai que ça peut avoir son côté négatif. C'était pour moi un coup de cœur directement, le Magic, et je vais vous présenter mes autres coups de cœur au fur et à mesure de cette vidéo. On va tout de suite passer à la deuxième. Le deuxième jeu dont j'aimerais vous parler, c'est un jeu de Bruno Faidutti, c'est Citadel. La mécanique du jeu, c'est principalement du bluff et du choix de personnages. En fait, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'être le joueur qui a le plus de points de victoire, sachant que les points de victoire sont les bâtiments que vous allez construire, au moment où un joueur va décider de bâtir son 8e quartier, son 8e bâtiment. La mécanique du jeu, c'est qu'à chaque tour, vous allez avoir la possibilité de choisir parmi plusieurs rôles de personnages. Tous ces personnages ont une capacité spéciale qui va être utilisée pour essayer de vous rapprocher le plus possible de la victoire. L'assassin va assassiner un autre personnage, le voleur va voler un autre personnage, mais sera toujours joué après l'assassin. Le magicien va pouvoir échanger ses cartes avec la bibliothèque, ou avec la pioche, ou avec un autre joueur. Le tout contre le tout, ou le certain nombre contre le certain nombre. Je vous cite ces trois personnages juste pour vous illustrer le principe de base, c'est que vous allez toujours jouer ces personnages dans le même ordre. On va les appeler du 1er au 8e. Et vous allez jouer, pas comme d'habitude, on pourrait le dire dans un sens horlogique, mais dans le sens d'appel des personnages. Votre stratégie va évidemment être influencée par la position de ce personnage dans la file. Vous allez être aussi influencé par les cartes que vous avez en main, les cartes de bâtiments. Vous allez essayer de détruire les bâtiments des adversaires pour pas qu'ils avancent trop vite. Finalement, on pourrait le voir aussi comme une course, mais il y a énormément de bluff dans le choix des personnages. Vous allez pouvoir avoir une certaine déduction des personnages qui ont été pris par les autres joueurs, et ensuite vous allez essayer de faire la meilleure stratégie autour. Ce jeu-là, il a un grand éventail. C'est un jeu de 2 jusqu'à 8 joueurs, et la dernière version de Citadel, qui a été éditée par Edge en 2017, vous permet de jouer jusqu'à 27 personnages différents. Évidemment, vous n'allez pas jouer ces 27 personnages à la fois, vous allez toujours sélectionner 8 personnages pour la manche en cours. La mécanique est vraiment très très sympa, et moi, c'est pas forcément le jeu que je préférais jouer avec un grand nombre de joueurs. J'ai énormément fait de parties à 2 joueurs, et c'est cette configuration que je préfère dans le jeu, parce que vous allez pouvoir jouer 2 personnages en étant un seul joueur. Comme si vous jouiez un personnage dans chaque main. La mécanique va être, pour moi, légèrement augmentée, parce que vous allez pouvoir bluffer, un petit peu combiner les cartes, et le jeu est beaucoup plus dynamique, voire un peu lent lorsque vous le jouez à 7 et 8 joueurs. Il y a un petit peu d'inertie de groupe, et le fait que chaque joueur résolve son action correctement, c'est un tout petit peu long. Les mécaniques sont hyper bien équilibrées, et en fait ce qui fait aussi tout le sel du jeu, c'est que vous allez vous aussi équilibrer le jeu au moment où vous allez le jouer. Vous allez choisir les personnages qui sont le plus influents pour votre partie, votre stratégie, et potentiellement essayer de détruire les personnages qui sont le plus conseillés pour votre adversaire. Du coup, vous allez réfléchir à l'envers. Vous allez vous dire, peut-être que je vais devoir prendre des personnages moins bons pour être moins ciblés. Et c'est ça qui fait vraiment la qualité du jeu. Je vous invite aussi à aller voir les jeux que fait Bruno Faidutti. Par exemple, Mascarade. Mascarade que je trouve aussi très bon pour son côté guessing et son côté un petit peu bluff, enfin carrément bluff. J'ai adoré aussi Mascarade
Masquerade. Je vous présente tout de suite le troisième jeu de ma sélection. Le troisième jeu de ma sélection, c'est un jeu coopératif. C'est L'Île Interdite. L'Île Interdite, c'est distribué par Cocktail Games et c'est un jeu de Matt Leacock. Matt Leacock, vous le connaissez déjà pour son travail sur Pandemic, un des jeux coopératifs les plus connus du monde. Le principe de L'Île Interdite, c'est que vous allez essayer de coopérer au mieux. La coopération, c'est quand même un principe à part dans le jeu de société, ou en tout cas, quand on démarre, on n'est pas hyper éveillé au fait qu'on puisse coopérer, qu'on puisse jouer contre le jeu. Et là, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Le principe de base du jeu, c'est que vous allez être de 2 à 4 aventuriers pour essayer de récupérer 4 trésors qui sont cachés en quelque sorte sur l'île. Ces trésors, le moyen de sauvegarde que pourrait avoir l'île pour les défendre, c'est de s'auto-détruire. Vous allez essayer de récupérer ces trésors avant que l'île ne s'auto-détruise. En fait, elle est en train d'être engloutie par les eaux et le principe du jeu, c'est que vous allez essayer de rassembler 4 cartes identiques pour récupérer un trésor. Il va vous falloir, du coup, vous déplacer sur les bonnes cases, sur les bonnes tuiles et vous passer les bonnes cartes trésors pour effectivement récupérer ces trésors. Le jeu est hyper bon dans le principe de la tension que vous allez mettre dans le jeu et de tout ce qui va se réactualiser dans le jeu. Ce que je veux dire, c'est que à chaque tour de joueur, il va avoir ses actions à réaliser, mais ensuite, il va avoir la mission d'inonder l'île. Et là, l'île va vraiment changer de forme. Le principe, c'est que les tuiles de l'île ont 2 faces. Une face sèche, une face inondée. Lorsque vous allez tourner une carte, vous allez devoir retourner la tuile sur la face inondée. Si elle était déjà sur sa face inondée, vous allez la détruire ainsi que sa carte. On va vraiment voir l'île prendre une forme différente et c'est ça qui est vraiment fun dans le jeu, c'est que on sent le stress monter et on sent le côté de la mécanique du jeu qui prend le dessus sur vous et qui a vraiment une visibilité. C'est un super bon point d'accès au jeu coopératif et ça reste un jeu extrêmement profond pour moi, parce que vous pouvez aussi changer la forme de l'île. J'avais fait un post Instagram sur White Meeple pour vous montrer à quel point l'île pouvait être différente. Vous trouverez aussi ces images sur BGG. En fait, lorsque vous faites l'installation de départ, vous pouvez modifier l'île de base, qui va vous permettre de donner un niveau de difficulté encore augmenté au jeu et encore des solutions différentes. Chaque rôle de personnage est différent, vous allez avoir la possibilité de rejouer encore à ce jeu pour le tester. Et même si vous faites une tentative en légende, vous n'êtes pas sûr de gagner lorsque vous avez énormément d'expérience. C'est ça qui est très fun. C'est un bon moyen aussi de faire découvrir le jeu sans qu'il y ait d'affrontement. Vous êtes une équipe et votre but, ça va être d'y arriver ensemble. Le jeu est conseillé à partir de 10 ans, mais pour l'avoir testé avec des plus jeunes, à 8 ans, ça passe vraiment très très. C'est pour moi une évidence de vous présenter un jeu coopératif dans mes premiers jeux, parce que pour moi, ça fait vraiment corps avec le jeu moderne. Le 4e jeu que j'ai choisi de vous présenter, c'est Love Letter de Senji Kanai. C'est un jeu jouable de 2 jusqu'à 6 joueurs et il vient dans sa petite pochette rouge super jolie. Le principe du jeu, c'est que ça va être un jeu de bluff et d'utilisation de personnages. Votre objectif, ça va être de donner une lettre d'amour à la princesse. Pour y parvenir, soit vous allez éliminer vos adversaires, soit vous allez avoir à la fin de la manche la carte de plus haute valeur. Vous allez utiliser pour ce faire la carte que vous avez en main ou la carte que vous piochez. À chaque tour, c'est ce que vous allez faire. Piocher une carte qui va se rajouter à votre main qui est déjà constituée de une seule. Vous allez jouer une de ces 2 cartes qui est forcément un personnage et cibler un autre joueur. Lorsque vous avez par exemple le garde, vous pouvez directement dire à un autre personnage: si tu possèdes le baron, je vais t'éliminer de cette manche. L'autre joueur à ce moment-là va vous répondre oui ou non et la manche va continuer. C'est extrêmement dynamique pour le tour de jeu, c'est extrêmement minimaliste pour le nombre de cartes que vous avez dans ce petit paquet. Cette pochette est extrêmement transportable et le jeu est considéré à la base comme un filler, c'est-à-dire un jeu qui va être intercalé entre 2 parties de gros jeux, juste histoire par exemple de faire la mise en place ou parce que vous avez seulement 15 minutes et qu'il faut un petit peu se dépêcher. Là, pas du tout. En fait, ce que vous pouvez espérer grâce à Love Letter, c'est des heures de jeu. J'ai adoré faire des soirées sur Love Letter. Lorsque je le sors,
c'est rare qu'on en fasse qu'une seule partie. C'est un très très bon jeu. Vous connaissez aussi Senji Kanai pour le travail qu'il a fait sur Brave Rats. C'est vraiment très très bon, pareil, pour son minimalisme, pour cette finesse, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le jeu. J'ai découvert grâce à cette mécanique de jeu qu'on pouvait, sans avoir forcément un gros jeu, beaucoup de matériel, beaucoup de pions, avoir une réelle profondeur de jeu et une mécanique bien huilée. Elle se justifie avec 16 cartes. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce jeu. C'est pas une évidence pour moi à la base, parce qu'au début on l'a testé à 2 joueurs et c'est pas sa meilleure version. Lorsque vous le testez à 4, 5 ou 6 joueurs maintenant dans ces nouvelles versions, c'est vraiment incroyable. Il faut aimer un petit peu le bluff, il faut aimer taquiner les autres joueurs, parce que ça va être quand même de l'attaque. Directement, vous allez vous en prendre à un autre joueur, juste parce qu'il a plus de pions ou parce que vous avez plus d'informations sur lui que sur les autres joueurs. J'ai adoré aussi la réédition. J'ai adoré cette réédition parce que vraiment le fait de rajouter des nouveaux personnages, je l'avais déjà en version anglaise et évidemment c'était une autre version. Là on va retrouver l'essence même du jeu. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est King Domino. King Domino, c'est un jeu de Bruno Catala, édité par Blue Orange, et les parties vont durer à peu près 15 minutes. C'est ça qui m'a énormément plu dans King Domino, c'est que c'est un jeu ramassé en temps. Le jeu est jouable de 2 jusqu'à 4 joueurs, et évidemment, il est très très bon à 2, je vous le conseille pour 2 joueurs. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir de la récupération de dominos, ça va être une organisation de dominos autour de votre château. Le principe du jeu, c'est que vous allez essayer d'avoir le plus de points de victoire grâce aux couronnes que vous allez placer sur votre terrain. Les couronnes, c'est un coefficient multiplicateur pour la zone. Par exemple, si vous avez 2 terrains adjacents forêt et que vous avez 2 couronnes sur ces terrains, vous allez avoir 2 x 2, 4 points pour les forêts que vous avez en votre possession. Le principe est hyper simple et pour moi, ça révolutionne les dominos. C'est en ça qu'il est extrêmement fort. C'est qu'on ne pouvait pas s'attendre lorsqu'on a un jeu avec King Domino, on voit tout de suite domino dedans, on se dit mais quoi, on va rejouer au domino? Et en fait c'est ça qui est fou, c'est que c'est carrément un jeu qui pourra être jouable à partir de 7 ans, mais qui est hyper intéressant lorsque vous êtes adulte aussi. En fait c'est un jeu avec un large éventail, un public extrêmement large, et c'est ça qui fait toute sa qualité. Ça va être un jeu, on a vu des championnats de France, pour vous dire à quel point le jeu peut être compétitif. Évidemment c'est sympa, on restait aussi dans une ambiance très très sympathique pendant le tournoi. La mécanique est hyper fluide. Vous allez, en fait, lorsque vous récupérez vos dominos, si vous récupérez un domino qui a une grande valeur, vous allez jouer sur la sélection suivante en dernier potentiellement. Et c'est ça qui va faire tout l'équilibre du jeu. Donc vous allez des fois prendre des dominos qui ont peu de valeur pour au bout d'un moment avoir le choix sur le domino qui vous intéressait vraiment. Vous allez organiser les dominos dans du 5 par 5, ça demande un tout petit peu de réflexion, mais sans être non plus un brûleur de cerveau. Et c'est ça qui est sympa. Vous allez avoir une certaine profondeur de jeu avec un temps hyper ramassé. Je le trouve extrêmement accessible et en plus je vous le conseille à partir de 7 ans. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Ils sont en train de sortir là chez Blue Orange une autre version Dracomino qui est justement prévue pour les plus jeunes. King Domino, c'est remarquable par rapport au fait qu'il révolutionne les dominos. On ne s'attendait pas à un jeu comme ça lorsque il y a marqué domino sur la boîte. Les dessins paraissent enfantins, mais c'est vraiment un jeu pour adultes. C'est très très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler de jeux de société. Si vous voyez cette vidéo, c'est grâce à Lobis de la chaîne Game Trotter et je voulais vraiment le remercier aussi pour l'accueil à travers les vidéos qu'on a fait ensemble et grâce aussi à cette vidéo solo. J'ai pu vous présenter un petit peu les jeux qui ont eu de l'importance pour moi et qui ont forgé mon caractère de joueur. J'aimerais aussi vous présenter peut-être dans d'autres vidéos les jeux d'un niveau un peu plus augmenté qui ont changé ma vision du jeu, voire le gros niveau si jamais vous voulez voir du gros jeu. N'hésitez pas à nous le signaler en commentaire. J'aimerais aussi vous donner 2 petites pistes pour aller voir sur internet, à écouter. D'abord, ça va être un podcast, le podcast de Proxy Jeux. J'adore les émissions de Proxy Jeux
et ils font un super boulot de recherche, notamment sur les sections Le Grand Jeu. Je vous invite à aller voir ça, vous n'allez pas être déçus si vous êtes passionné par les jeux de société. La deuxième petite piste que j'aimerais vous montrer, si vous êtes anglophone, c'est les Brothers Murph, et les deux frères Murph sont vraiment très sympas dans leurs vidéos. On vous mettra le lien dans la description. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère lire vos commentaires pour savoir quels sont les jeux qui ont eu de l'importance pour vous lorsque vous avez commencé ou lorsque vous avez découvert cette passion pour le jeu de société. J'espère vous revoir bientôt et l'important c'est de jouer mais surtout de s'amuser. À bientôt, salut!